Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue dans le coup de cœur du mois d'août. Vous êtes sur la chaîne de mon ami David Couteau, le professeur Board Game. Mais c'est moi, Martin, de la Zone Jeux de Société, qui est dans son sous-sol aujourd'hui afin de commencer toujours cette vidéo qui est bien appréciée par plusieurs personnes parce qu'on regarde et on entend des gens nous parler de leur meilleurs jeux du dernier mois et ça nous permet peut-être de connaître des nouveautés, connaître des jeux qu'on n'a jamais entendu parler. Mais en tout cas, c'est toujours agréable d'être entouré de tous ces créateurs de contenu, de toutes ces personnes qui ont eu beaucoup de chance pour jouer à des jeux et de pouvoir vous en parler. Bon, ben écoutez, moi, de mon côté, je pourrais vous dire que mon jeu du mois, c'est Disney Lorcana, mais OK, j'arrête ça là. Je peux juste dire que j'ai aimé ça jouer à ce jeu-là, mais je ne veux pas partir un débat et je veux surtout pas que l'on parte une controverse avec cette vidéo. Fait que je vais tasser Lorcana de côté parce que j'ai joué à la fin du mois d'août d'ailleurs. Alors, je vais le mettre de côté et je vais vous dire que mon véritable jeu du mois, ou peut-être mon deuxième jeu du mois, mais celui que je vais vous parler, c'est Eclipse, The Second Dawn of the Galaxy. Comment il s'appelle exactement le jeu? En tout cas, c'est la deuxième mouture du jeu Eclipse que j'ai eu la chance. Eclipse Second Dawn for the Galaxy, voilà. C'est la deuxième mouture du jeu que je n'ai pas à ma possession. Que j'ai, je pense, fait un déballage il y a très très longtemps, puis qu'il était dans ma ludothèque et je n'ai jamais eu la chance d'y jouer. Et j'ai participé à un événement donc à la boutique La Pioche au mois d'août, justement. Et j'ai eu la chance de jouer une partie à 5 joueurs d'Eclipse. Et vous savez, quand tu te rends compte que tu as probablement fait une erreur et que tu n'aurais jamais dû te débarrasser d'un jeu, ben c'est exactement comment je me suis senti. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Eclipse, Second Dawn for the Galaxy, c'est un jeu de style 4X où on va incarner, dans le fond, une race. On a le choix, on peut être tous des humains identiques ou on peut avoir une race avec une habilité spéciale. Puis, c'est un jeu qui prend vraiment énormément de place et on a réussi, nous autres, à jouer sur une petite table en plaçant des choses, mais on a des vaisseaux et on a un magnifique plateau qui nous permet de, justement... améliorer. Je pense que ce qui est le gros côté très cool de ce jeu-là, c'est tout cet aspect de technologie qu'on peut améliorer nos vaisseaux. On peut, sur notre plateau personnel, on a des endroits spécifiques avec nos différents types de vaisseaux qu'on peut améliorer pour qu'ils deviennent plus forts. Et tout ça, ben, on va se promener sur des tuiles pour découvrir une galaxie en explorant. Et on va combattre des ennemis qui sont neutres. On va des fois se combattre entre nous. Et le but, c'est de jouer, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 8 rondes, je me trompe peut-être, là. Et en bout de ligne, avoir le plus grand nombre de points. On peut faire des ententes. C'est un petit peu comme Twilight Imperium, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a réussi à jouer à ce jeu-là en l'espace d'à peu près 3 heures seulement. 3 heures, 3 heures et demie avec explication. Moi, je n'avais jamais joué. Il y avait quelques autres personnes autour de la table qui n'avaient jamais joué, mais on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Et est-ce que j'aime mieux ça que Twilight Imperium? Je vous dirais que si j'avais plus de temps, on pourrait l'analyser, mais je peux vous assurer que j'ai vraiment beaucoup aimé ma partie d'Eclipse et ça m'a fait vraiment regretter de m'en être départi. Mais j'ai bien apprécié Lorcana aussi. Bon, bref, voilà, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. C'est l'automne qui arrive, c'est les feuilles qui vont tomber. Fait que quand on va se revoir au mois d'octobre, j'espère avoir un jeu à vous parler parce que c'est une rentrée scolaire assez bien remplie. Je pense que toi aussi, David, tu sais de quoi je parle, hein? OK, allez, on passe au prochain. Bonjour Internet, Pierre-Louis pour Game et mon coup de cœur pour le mois, il s'agit de la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. Alors oui, on s'inspire beaucoup de War of the Ring, le jeu classique, 2 joueurs, d'affrontement, le bien contre le mal, pour sauver le destin de la Terre du Milieu. Ben, on reprend
certaines des notions de ce classique des jeux de société dans une version jeu de cartes pour 2 joueurs, ou 3 ou 4. Parce que oui, ici, on peut jouer en équipe. On pouvait aussi dans War of the Ring, on pouvait, mais ici, le jeu est conçu pour que ce soit 2 équipes, 2 les peuples libres et 2 les forces de l'ombre qui s'affrontent. Il y a plusieurs notions qui sont très intéressantes, qui synthétisent bien ce qu'on vivait dans la guerre de l'anneau. Ce que j'aime entre autres, c'est que tout est des cartes, donc chaque personnage est représenté par une carte, les items importants, des événements importants. Et quand tu joues une carte de ta main sur un champ de bataille ou sur la route, parce qu'il y a toujours les 2 aspects du jeu, d'un côté il y a conquérir la terre du milieu militairement, et de l'autre côté il y a aussi protéger le voyage de Frodon et de la communauté. Fait qu'on a toujours 2 terrains dans lesquels s'investir, mais quand on joue une carte, on doit en défausser une de notre main. Et c'est intéressant parce que ça nous demande toujours de faire des choix, mais pas de souci. Les cartes défaussées, éventuellement, on va les rebrasser dans notre paquet et les revoir. Donc, il y a certains moments où, quand on perd une bataille, les cartes ne meurent pas, elles sont simplement défaussées. Et là, bonne nouvelle, vous allez les récupérer éventuellement. Mais, il y a tout un lot de mécaniques qui vous font abandonner des cartes. Donc, parfois, quand il vous reste juste une carte à jouer en main, mais que vous n'avez pas d'autres cartes à défausser, vous pouvez, si vous souhaitez, abandonner la première carte de votre paquet. Mais vous allez peut-être abandonner Gandalf ou je sais pas quoi, tu sais. Et les cartes abandonnées, vous ne les revoyez plus de toute la partie. Fait que, il y a quelque chose d'un peu Gloomhaven dans les choix déchirants de à quel moment abandonner une carte pour profiter d'un effet puissant ou courir un risque d'abandonner une carte, mais tu veux l'investir dans une bataille importante. C'est vraiment chouette. Je pense que c'est mon coup de cœur parce que je vois que c'est le genre de jeu dans lequel on doit y retourner pour comprendre toutes les subtilités des mécaniques, des événements, des personnages, parce qu'il y a un tout petit pool de cartes, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est très rapide aussi. On a joué le scénario d'initiation qui joue en 6 manches de jeu. Et ça a été super rapide, très efficace. Ça nous a donné le goût d'y retourner. Fait que j'ai bien aimé mon expérience et c'était... Puis, écoute, c'est beaucoup plus petit, plus facile à mettre dans ta bibliothèque. Je me débarrasserai pas de War of the Ring demain, mais quand même, un jeu très intriguant que j'ai bien apprécié. Et c'était mon coup de cœur pour le mois. Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple et merci encore au professeur Board Game de nous recevoir pour ses coups de cœur du mois d'août. Aujourd'hui, je veux vous parler du jeu Barcelona. Barcelona, c'est vraiment mon coup de cœur du mois d'août. En fait, c'est mon coup de cœur, je vous dirais, il remplace beaucoup d'autres jeux que j'ai beaucoup aimés à date dans l'année. Ça va certainement faire partie de mon top 10, probablement de mon top 5, et j'irais même jusqu'à dire à date peut-être de mon top 3 dans l'année. Alors j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce que c'est? C'est une salade de points. C'est un jeu de sélection d'actions aussi. Alors à votre tour, vous placez 2 citoyens à l'intersection de la ville de Barcelone qu'on est en train de reconstruire. Vous êtes un architecte. Et vous allez faire les actions qui sont au bout des rues. Il y a une rue en diagonale qui vous permet de faire une action supplémentaire, une 3e, si vous voulez. Il y a des frais, des coûts pour aller là, mais ça va être plus puissant puisque vous ferez 3 actions. Et vous aurez de multiples façons de faire des points dans cette partie-là. Vous avez un plateau personnel où vous allez débloquer des bonus, vous allez construire des routes, construire des bâtiments publics de services. Vous allez avoir des pistes de points qui vont multiplier les points des 3 rounds, qu'il sera possible de vous servir de cette piste-là aussi pour avoir des objectifs de fin de partie, parce que sur votre plateau, vous pourrez en placer certains. Vous pourrez augmenter les multiplicateurs de ces points-là. Barcelona, c'est vraiment un super bon jeu. C'est la coche au-dessus. C'est vraiment mon choix de l'été. Mon choix du mois d'août, mais de tout l'été, finalement, ça l'a pas obscurci, mais ça l'a remplacé pas mal les autres. Tout le monde veut jouer et j'en suis bien content. On a fait de nombreuses parties. Au mois d'août, j'en ai fait au moins 5, mais depuis début septembre, on envisage d'en faire quelques autres aussi. Alors, je pense que rapidement, ça va devenir un des jeux qui sort beaucoup cette année et j'en suis très content. Alors, je vous le conseille, Barcelona de chez Board & Dice.
Salut tout le monde, donc c'est Marc Desrois-Trèfle de retour pour le coup de cœur. Donc encore une fois, merci à David pour l'invitation sur cette superbe tribune. Donc sans plus tarder, mon coup de cœur du mois d'août, c'est Too Many Bones Unbreakable. Donc rendu à ce stade-ci, si vous êtes un fanatique de Too Many Bones, ben ça va être là, vraiment le dernier opus, puis l'opus final de cette série de jeux-là de Chip Theory Games. Ça va vous offrir un peu à la Undertow, donc 2 personnages de plus, une mini-campagne sous la thématique de cette boîte-là qui va se passer dans les cavernes souterrains avec de la lave. Vous allez avoir des monstres de plus, des trésors de plus, des événements de plus, donc plus, vous avez tout ça dans Unbreakable. Donc rien d'autre à dire, les mécaniques sont aussi intéressantes les unes que les autres, donc c'est plus de bonnes idées là-dedans. Vous avez là, les mêmes qualités de composantes que vous avez dans tous les autres jeux, vous avez vraiment du Too Many Bones à son meilleur dans Unbreakable. Donc, je ne peux que vous le recommander. Donc, c'est vraiment du Chip Theory Games là, à son pic. Too Many Bones Unbreakable, ma recommandation et mon coup de cœur du mois d'août. Donc, merci tout le monde. À la prochaine. BGD SR14, ici tour de contrôle. Permission accordée pour atterrir. Tour de contrôle, ici BGD SR14. 10-4, j'amorce ma descente. Salut les gamers, Sam de Board Game Duel. Pour ce mois-ci, mon coup de cœur, c'est un jeu qui arrivera bientôt sur nos tablettes, mais que j'ai pu essayer grâce à David. Merci encore d'ailleurs, et merci pour l'invitation. Et c'est un jeu de l'éditeur Le Scorpion Masqué, donc un jeu produit ici au Québec. C'est le jeu Sky Teams. Donc c'est un jeu coopératif uniquement pour 2 joueurs, dans lequel un des 2 joueurs va être le pilote et l'autre le copilote, et on essaye de faire atterrir notre avion sur la piste d'atterrissage. Et comment on va faire ça? C'est que à chaque tour, on va lancer chacun 4 dés, et avant de lancer les dés, on peut discuter de stratégie et de qu'est-ce qu'on aimerait faire ce round-ci. Mais une fois que nos dés ont été lancés, on va les cacher derrière notre paravent, fait que notre partenaire ne peut pas voir les dés qu'on a. Et à partir de ce moment-là, on va juste placer nos dés sur les emplacements disponibles, mais on ne peut pas discuter de stratégie avec l'autre joueur, on ne peut pas révéler c'est quoi les valeurs qu'on a. Et il faut utiliser nos dés pour contrôler la vitesse de notre avion, maintenir l'équilibre. Donc chaque joueur doit placer un dé pour l'équilibre, et s'il y a une trop grosse différence entre les deux, l'avion va pencher puis on pourrait se crasher. Chaque joueur va aussi contrôler la vitesse avec un dé à chaque round. Puis nos 2 autres dés, on va pouvoir les placer pour préparer notre atterrissage ou faire du café. Et c'est très important de faire du café parce que ça va nous permettre ou permettre à notre partenaire de modifier un dé de +1 ou -1 par jeton de café qu'on dépense. Fait que c'est ça, on a des petits challenges à faire. Il faut communiquer avec la tour de contrôle pour enlever les avions de notre chemin, maintenir notre vitesse, préparer l'atterrissage. C'est un beau puzzle, c'est pas nécessairement tout le temps les dés de valeur plus haute qui sont les plus utiles. Des fois ça prend des plus bas, des fois ça dans le milieu, ça dépend vraiment de la situation. C'est un puzzle qui me rappelle beaucoup Under Falling Sky, qui est un petit jeu solo aussi de placement de dés, là. Si vous avez aimé ce jeu-là, vous allez triper sur Sky Team. C'est un super bon jeu de couple, je trouve. C'est le genre de jeu qu'on peut enchaîner 3-4 parties en 1 heure. Ça se joue bien un soir de semaine. C'est très cool. Puis il y a beaucoup de modules dans la boîte, donc on a beaucoup de variétés, beaucoup de défis. Des petits traits qu'on peut se rajouter pour se mettre des bâtons dans les roues, ou dans ce cas-ci, dans les ailes. Donc, une très belle production aussi, vraiment. Ça va être à surveiller quand il va sortir cet automne. Sky Team. Merci et à la prochaine. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Danny et Steve de la chaîne Les Deux Pions. Et aujourd'hui, on se joint au professeur Board Game et à tous nos amis YouTubers pour vous parler de nos coups de cœur du mois d'août 2023. Alors que ce soit août ou mois d'août, je ne sais pas comment vous l'appelez. C'est le mois 08 dans l'année. Et on a 3 beaux coups de cœur à vous faire part. Et je vais commencer ça tout de suite avec un jeu que j'ai découvert au mois d'août qui s'appelle Mindbug. Alors, je vous présente sur BGG la version anglophone, mais vous avez en image la version francophone qui a été éditée par Yellow. Et Mindbug, c'est un jeu qui joue à 2 joueurs, qui a été désigné par 4 personnes, dont le très
connu, le très célèbre, le très bon, hein, on Riche. peut le dire, très riche, oui. Richard Garfield, Ah! le designer Le gars de de Magic. Magic the Gathering, King of Tokyo et plein de jeux intéressants. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois que Richard Garfield sort un jeu, on est toujours un petit peu intrigué et on veut voir ça. Et Mindbug, je dirais, a fait partie un peu de la catégorie des jeux du genre, ça me dit pas grand-chose, mais bon, vu que c'est Richard Garfield, on va regarder ça pour voir. Et j'ai été super agréablement surpris. Un jeu à 2 joueurs qui s'explique littéralement en genre 2 minutes. Tu as un paquet de cartes avec des bébites dedans. Tu as 2 Mindbug qui vont. Je vais vous mettre des petites images, je pense à ça. Donc voilà, mettons, c'est ici. Alors, tu passes à chaque joueur 10 cartes qui sont des créatures, des espèces de compositions, d'amalgames de bébites qui vont coller ensemble, qui vont faire des noms assez spéciaux du genre. Très humoristique. Ouais, aquavache ou tigre écureuil ou des choses comme ça, où je me souviens de poulpe, Le furet pacifique. éléphant à poulpe, un truc comme ça. En tout cas, ça fait des bébites vraiment drôles, ils sont très colorés, c'est très beau. Tu vas passer 10 cartes à chaque joueur et chaque joueur va avoir sur lui des Mindbug. Il va avoir deux Mindbug qu'il va avoir pour la partie. Donc, pour la game, là, on a 10 cartes chacun et 2 Mindbug, c'est tout. Ça, c'est le setup. On a 3 points de vie et le but, c'est de détruire l'adversaire, de le rendre à 0 point de vie. À ton tour, qu'est-ce que tu fais? Tu as 2 options. Soit que tu joues une créature ou tu attaques avec une de tes créatures. That's it. Je viens de vous expliquer le jeu à peu près. La twist qui est hot dans Mindbug, c'est que quand tu joues une créature, l'autre joueur a le choix d'utiliser ou non un de ses Mindbug s'il l'utilise, pour venir voler ta créature, comme si c'était lui qui l'avait joué à ta place. Mais tu as 10 cartes dans le jeu, tu as 2 Mindbug chacun, fait que toute la game de savoir quelle créature est la plus épeurante, la plus dangereuse contre moi. Quand est-ce que je vais jouer mon Mindbugs? Ça devient un jeu, justement, une espèce de mind game super intéressant. C'est fou, pareil, hein? 10 cartes, même si ce n'est pas un deck building, tu as 10 cartes pour la partie. Là, puis, comme je disais, le mind game de savoir quand est-ce qu'il faut jouer mes Mindbugs, quand est-ce que je ne joue pas, est intéressant, mais il y a aussi le mind game de l'autre joueur qui va dire, est-ce que je joue cette créature-là tout de suite pour essayer de le faire dépenser son Mindbug, puis je garde mes plus fortes pour plus tard, ou je prends une chance. En tout cas, tout ça, là, c'est vraiment le fun. On a joué Steve d'ailleurs, puis je pense que tu as bien aimé ça toi aussi. Fait que, Beaucoup, bien aimé. Moi, ça a été mon coup de cœur là, du mois d'août. OK, alors on va y aller maintenant avec le coup de cœur de Danny, qui est Yes, sir. Life. C'est Life of the Amazonia. Et voilà. Il y en a peut-être qui se commenceraient à être saturés de la thématique des animaux, des zoos et patati patata. J'ai même pas besoin de nommer des noms. Vous les savez déjà. Mais j'ai pas le choix de le dire. Un bon jeu, c'est un bon jeu. Puis Life of the Amazonia rentre dans plusieurs critères que j'ai. Premièrement, celui qu'on a reçu, c'est la version Kickstarter. Il y a des jetons en bois de qualité super bon. Avant tout, c'est un back builder, comme les charlatans de Belcastel. On a des types de ressources, des plantes, des gouttes d'eau, de l'or et des fruits. Bref, chacune des ressources, quand on va les piger dans le sac, vont servir à quelque chose de particulier. Exemple, les fruits vont nous permettre d'attirer des animaux. Et c'est là la beauté du jeu. Il y en a des animaux, il y en a énormément, des oiseaux, des singes. Et chacun de ces animaux-là a un comptage de points unique. Exemple, un petit singe, un petit tamarin, il veut avoir des arbres le plus possible autour de lui. Donc, les jetons feuilles vont nous permettre d'élever des arbres dans nos forêts. On va mettre des tamarins avec des jetons fruits qui vont nous faire des points parce qu'ils sont adjacents à des arbres. Il y a aussi moi je les appelais des nénuphars, là, des plantes aquatiques tout simplement, que là, les alligators, les poissons, puis tout, ils veulent les plantes aquatiques dans les aréas d'eau. Donc, c'est un back builder. On pige des jetons, les jetons sont croissants. Évidemment, les pièces d'or servent à améliorer des jetons pour avoir des plus grosses valeurs de fruits qui passent de 2, 3 à 4. Donc, et c'est ça, la beauté du jeu, c'est que chaque partie est différente grâce aux animaux qu'on a dans notre marché. Et c'est aussi, excusez-moi l'anglicisme, le trigger de fin de game, que quand il n'y a plus de certaines sortes d'animaux, ben c'est le dernier tour. Et c'est une belle salade de points qu'on peut faire parce qu'il y a aussi des cartes de fin de partie. Exemple, pour avoir 5 arbres et plus, 7 arbres et plus ou 10 arbres et plus, ça nous donne des points collectifs comme ça qu'on peut acheter avec d'autres jetons que des fruits. Ça peut être avec des gouttes d'eau
ou des plantes. Donc, mon coup de cœur du mois d'août pour y avoir déjà joué 3 fois et j'ai encore l'intention d'y jouer au mois de septembre. Je pense même l'emmener au Delirium puis jouer avec vous les boys. Vous n'allez pas regretter cette expérience. Je vous le conseille. Je suis très déçu d'avoir passé à côté du Kickstarter. Moi, quand j'ai entendu que les critiques étaient bonnes, puis j'ai entendu Back Builder, j'ai fait comme t'as dit, j'aime ça, les Back Builders, c'est vraiment le fun. On l'a échappé. C'était Life of the Amazonia. Ouais, ça donne le goût. J'ai hâte d'essayer ça au Delirium à la mi-septembre, 21 septembre. Si vous voulez vous abonner, il reste des places. Vous abonner, vous inscrire. Quelle la voix. Yes. On est rendu à Steve. Steve qui va nous parler de Endless Winter. Steve, ton coup de cœur du mois d'août. Oui, exactement. Tu sais, il y a des jeux que on dirait que tu joues une première fois, puis tu trouves ça correct. Tu rejoues une deuxième fois. Colin, tu sais, tu as des nouvelles choses qui se rajoutent. Et là, j'ai rejoué encore, puis là, j'ai commencé à acheter des extensions. Puis là, je trouve que c'est un jeu, moi, que dans mon goût à moi, prend de la force, puis il monte, mettons, dans mes tops là, de jeux que j'aime beaucoup. Et vraiment, c'est un jeu où tu as plein de mécaniques ensemble, donc où tu as un worker placement, où tu poses des tuiles. Tu as vraiment beaucoup de choses dans ce jeu-là. Fait que c'est vraiment, des fois, il peut être trop pour des nouveaux joueurs de savoir où te diriger. Mais puis là, je veux prendre... On parle souvent de salade de points, puis ça, c'est une salade de mécanique. Vraiment solide. Ouais, et je dois parler de, je pense qu'en français, c'est peinture rupestre, je pense qu'il s'appelle. Puis j'ai vraiment aimé ça, cet ajout-là, parce que je trouvais à plusieurs joueurs, il y avait vraiment des endroits, tu sais, il me semble, je trouve que tu manquais, tu sais, quand les 4 places étaient prises, là, tu avais un personnage qui avait moins. Et là, quand tu arrives avec une action de plus, j'ai trouvé que ça rajoutait, c'était bon. Autrement dit, c'est une extension que je garderais, puis tu sais, tout le monde aime ça, les flip and write et roll and write. Fait que là, tu as une action où tu commences à ton plateau, puis tu dessines dessus. Fait que ça, en tout cas, toute la gang avec qui j'ai joué ont toutes adoré cette extension-là. Puis vraiment... une petite perle, donc c'est pour ça qu'Endless Winter, même si c'est un jeu que ça fait quand même, ça commence à être un petit bout qui est sorti, pour moi, il a tombé un coup de cœur ce mois-ci, justement avec les petits ajouts comme peinture rupestre, puis aussi, au nombre de fois que j'y ai joué, je trouve que c'est un jeu qu'il vaut la peine d'investir. Ouais, parce que tu es en retard, là, on était au mois d'août, puis tu nous parles Endless Winter, tu aurais pu attendre. On s'en va de ce bord-là, je te fais remarquer. Ben oui, mais pas dehors, c'est septembre. C'est chiant. Ouais, c'est ça. Donc, c'est mon coup de cœur du mois d'août. Ben, sur ce, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Merci tout le monde. Merci au professeur Board Game et à la prochaine. Bye bye. Salut mes petits poissons frais, fritillants, c'est Vince. David, merci de m'accueillir dans ton coup de cœur. Mois d'août, l'année va vite sur un moyen temps. Mon coup de cœur du mois d'août, c'est Fresh Fish. Un jeu qui est superbe, un jeu de Friedman Freeze qui date de 97. Et là, je vous montre une petite image, puis là, vous me dites « Ah, mes yeux saignent, c'est laid! Ah, oui, ok, c'est beau. » Je vais vous montrer l'autre version là, de 2014, là, qui est un peu plus raffinée. Bon, là, c'est un petit peu mieux, n'est-ce pas, pour vos yeux? Oui, c'est un jeu qui est pas super beau à la base, mais c'est un jeu extraordinairement thinky. Hein? On va réfléchir énormément. C'est pas un jeu qui va faire l'unanimité non plus. C'est un jeu qui nécessite vraiment de comprendre le système comme il faut. L'idée derrière Fresh Fish, c'est de faire le moins de points possible. On va faire des points pour chaque tuile entre un camion, donc un kiosque, et notre stand correspondant à ce kiosque-là. Donc là, ça, c'est un kiosque de limonade. Et le joueur rouge, pour son stand de limonade, ferait 1, 2, 3, 4 points à cause des 4 tuiles de chemin. On ferait ça pour les 4 autres types de kiosques. Et la twist qui est vraiment sublime, qui est extraordinaire, c'est de comprendre que le chemin qui va, en fait, les tuiles qui vont se poser comme chemin, c'est nous qu'on doit gérer ça. Et on doit tout le temps, dès qu'on pose une tuile, on dit « OK, stop! » Qu'est-ce qui devient obligatoirement un chemin? Parce que le chemin, le réseau ne doit être qu'un seul et unique grand chemin. Donc, tout doit être connecté par un seul et unique réseau.
Ce qui fait en sorte que, par exemple, ça, c'est une erreur très grossière. Ça aussi, c'est une erreur très grossière. Aïe, aïe, aïe. Mais nous autres, hein, on n'en fait jamais des erreurs comme ça. Ce qui n'est pas vrai. Donc, des fois, on réalise qu'on a fait une erreur, il faut retourner un petit peu en arrière. Ou, oh, attends un petit peu, on a fait une erreur. Il aurait fallu mettre une tuile à cet endroit-là. C'est pas très, très grave parce que pour moi, ce jeu-là a tellement été un coup de cœur, tombe dans mon top 20 là, personnel. Je veux y rejouer encore et encore. C'est un jeu qui possède une profondeur extraordinaire et quand on commence à saisir en fait comment est-ce que le système des chemins fonctionne, c'est là en fait que le jeu devient vraiment un jeu un petit peu cochon. Là, coup de couteau, on va réserver un endroit juste pour essayer de bloquer un adversaire pour que là, il y ait un méga long chemin. C'est un superbe jeu. Ça fera pas l'unanimité, mais je vous le dis, vous allez jouer à ça et ça va être une expérience originale, hors du commun, unique en son genre. Et bien, j'espère que vous allez me le proposer quand on va se croiser dans un événement. Ça va me faire plaisir de jouer avec vous. Sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Merci David de m'inviter une fois de plus dans cette vidéo coup de cœur. Ça me permet de vous parler du mien et il s'agit de SkyTeam. SkyTeam est un jeu coopératif pour 2 joueurs uniquement, dans lequel vous allez tenter de faire atterrir votre avion sans encombre. Dans le premier scénario, vous, le pilote, et votre coéquipier, le copilote, allez faire atterrir l'avion à Montréal. Dans une première phase de jeu, vous allez discuter de la stratégie à adopter pour les prochaines minutes, puis après vous n'aurez plus le droit de parler. Vous allez chacun lancer 4 dés derrière un paravent, donc votre coéquipier n'a pas connaissance des valeurs de vos dés, puis tour à tour, vous allez placer les dés sur le panneau, qui vous permettent donc d'améliorer l'approche de l'avion en vue de l'atterrissage. Donc au fil des manches, vous allez ajuster la vitesse des réacteurs, ouvrir les volets, actionner les freins, vous allez pouvoir discuter avec la tour de contrôle afin de dégager la voie jusqu'à l'aéroport. Bref, vous faites tout comme si vous étiez à l'intérieur d'un véritable cockpit, sans vous parler. À la fin de chaque manche, c'est-à-dire quand chacun de vous deux aura posé ses 4 dés, vous allez enfin pouvoir rediscuter la stratégie. Alors attention, vous n'avez pas le droit de dévoiler les valeurs des dés, vous n'avez pas le droit de dire par exemple ici ce serait bien de poser telle ou telle valeur, mais vous avez le droit de discuter de la stratégie. Est-ce qu'il serait pas plus simple d'actionner un peu plus de freins? Est-ce qu'il faudrait pas sortir un peu plus de volets? Etc. C'est un jeu coopératif palpitant parce que vous ne savez pas ce que votre adversaire a. Vous avez le droit de relancer des dés grâce à des jetons relance, mais une fois de plus, vous ne pouvez pas communiquer avec votre coéquipier pour le concerter, pour savoir si lui, ça l'arrange ou non de jouer ce jeton relance à ce moment de la partie. C'est un jeu où vous allez prendre des risques, vous allez vraiment avoir le petit frisson de la réussite. C'est pas un jeu nerveux, il faudra vraiment réfléchir à vos actions pour ouvrir la voie à votre coéquipier, pour que les actions soient vraiment entreprises de la bonne manière, et c'est pas toujours évident. La boîte vous offre également un livret complet de scénarios multiples, donc dès que vous avez accompli la première mission, vous pouvez soit la rejouer, soit essayer un autre scénario. Il y a des modules qui s'ajoutent, une difficulté qui est donc croissante, et ça fait un jeu évolutif vraiment très intéressant. Le jeu sort en boutique le 20 octobre prochain, mais je vous conseille vivement de réfléchir pour essayer le jeu SkyTeam. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, et voici donc mon coup de cœur pour le mois dernier, donc le mois d'août 2023. Pour l'instant, mon coup de cœur, ça va être le jeu Bestiary of Sigillum, qui est un petit jeu de skirmish, qui est à la base, qui est un jeu de 1 contre 1, mais qui se joue également à 2 contre 2. Fait qu'est-ce que c'est Bestiary of Sigillum plus en détail? C'est un jeu donc de skirmish dans lequel les joueurs vont avoir à recruter des héros en début de partie. Chaque joueur va avoir 3 héros. Puis l'idée, c'est qu'on va aller tenter de contrôler des terrains sur des tuiles qui vont ressembler à ceci, des tuiles hexagonales. Puis on va avoir chacun un château, puis il va y avoir des catapultes sur le terrain. Qu'on va se déplacer en utilisant des espèces de bases plastiques comme ça ici, dans lesquelles on va mettre des petites tuiles circulaires qui représentent nos héros. Et ces bases-là, on va les promener sur le plateau de jeu, puis on va attaquer les autres joueurs. Si on contrôle les catapultes, on va faire des dégâts à leur château. Le premier qui détruit le château adverse l'emporte. Il y a également un petit plateau qui ressemble à ça ici, c'est l'une des twists du jeu. Chaque héros va venir avec 3 pouvoirs, un qu'on peut utiliser à tous les tours de jeu, puis 2 pouvoirs qui vont avoir des cooldowns
cooldown, donc un temps avant que ça soit rafraîchi. Fait que quand on va utiliser un pouvoir qui a un cooldown, on va aller le placer. Par exemple, on va essayer que les 6 points à ces deux extrémités-là. Fait que je vais le placer à cooldown 4, donc 1, 2, 3, 4. Puis à tous les tours de jeu, ça va avancer. Puis quand ça va pointer mon jeton, ben ça va revenir. Je vais pouvoir récupérer mon jeton puis réutiliser le pouvoir de ce personnage-là. Fait que l'idée, c'est vraiment de se construire une belle petite équipe de 3 héros avec leur pouvoir de base, leurs 2 pouvoirs secondaires, puis essayer de créer des beaux combos puis d'optimiser ça. Il n'y a pas de jet d'attaque. Si mon monstre fait 2 de dégâts, il fait 2 de dégâts. Ils ont des portées différentes. Il y a 3 types de monstres, des espèces de tanks, des monstres qui vont contrôler le terrain, puis des monstres plus rapides qui vont frapper fort mais qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Et c'est un jeu qui a beaucoup de héros. Ça, c'est tous les héros qui sont dans le jeu. Et comme je l'ai dit, ça reste un petit jeu de skirmish, mais qui t'offre beaucoup de possibilités parce que tu as quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 6, tu as 36 héros, mais qui sont représentés par un simple jeton chacun, comme j'ai dit, dans lequel tu mets sur cette base-là. Fait que ça rentre bien dans une petite boîte. Ça, normalement, ça serait 36 mini. Ça n'a pas besoin d'être 36 mini, 36 petits jetons comme ça. Si tu aimes les jeux de skirmish, j'ai aucune idée quand ça sera disponible. C'est un jeu que j'ai ramené de Gen Con. Si tu aimes les jeux de skirmish, je pense que ça peut être une belle découverte pour toi. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de héros à l'intérieur du jeu qui ont tous différents pouvoirs, comme je l'ai dit. Fait que je trouve ça fort sympathique comme jeu. J'ai bien hâte d'y rejouer et d'essayer plein d'autres personnages. Sur ce, mon coup de cœur, donc, Bestiary of Sigilum. Salut tout le monde. Merci David de l'invitation, même si on s'entend que c'est moi qui s'était proposé. J'avais une bonne raison de le faire, c'est que j'attendais plusieurs Kickstarter et il y a des jeux en Europe qui sortaient que, évidemment, on n'a pas reçu ici encore au Canada. Donc, pour ma reconnue impatience, j'ai fait venir, évidemment, peut-être au double du prix, mais ça en valait peut-être la peine. Sauf que le choix n'a pas été facile. C'est pour ça que j'ai peut-être décidé de faire comme une soupe de coup de cœur. Il y a eu un petit peu de Lost of Arnak. Très, très, très bon. Un petit peu de Darwin's Journey. Très, très bon aussi. Un petit peu de Too Many Bones Unbreakable. Délicieux. Un petit peu de Bird Cycle. Non, j'ai pas joué. Un petit peu d'Opromachus Victorum. Et comme toute soupe qui se respecte, un petit peu de sel, un petit peu de Crow. Puis tu me mettais au défi, David, c'est fait. J'ai déchiré une carte en ondes. Inquiète pas, j'ai le jeu en double. Bref de plaisanterie, mon coup de cœur n'a pas été facile ce mois-ci, ça a été entre ces deux jeux-là. Faire contraire à tout le monde, j'ai choisi Lost Ruins of Arnak, The Missing Expedition. J'avais des craintes à l'attente de ce jeu. Je pensais que c'était une version physique de la campagne qu'il y a sur leur site internet, qui, soit dit en passant, est excellente, car je déteste les jeux avec application, parce que quand je joue à un jeu, moi, c'est pour décrocher de la technologie, des TV, des écrans, puis... Mais ici, on a un jeu complètement différent de la version Internet. C'est 6 chapitres comme sur le site Internet. C'est pour ça que c'était peut-être un petit peu trompeur. Mais, avant de le faire commander, t'as qu'à payer le double du prix. C'est sûr que je me suis informé et c'était pas du tout la même affaire. Premièrement, ça apporte 2 nouveaux leaders. Et ceux qui ont joué juste au jeu de base, je vous le recommande, les leaders, là, ça apporte la symétrie au jeu. Parce que tout le monde a les mêmes cartes au début. Mais avec les leaders, ça apporte des fonctions différentes, des cartes différentes. Donc, c'est un indispensable. Là, ici, avec la campagne en plus, chaque scénario, on a comme 3 missions secondaires qui sont pas obligatoires à la réussite du chapitre. Mais si on y parvient, ça nous permet de débloquer des meilleurs items ou artefacts pour le chapitre suivant. Mais il y a une mission globale à l'émission. Si on la réussit, ben, bien évidemment, on peut poursuivre l'histoire. Qui, soit dit en passant, est excellente. Je vous en parlerai pas trop pour pas vous spoiler. Mais si vous êtes impatient comme moi, faites venir là de France, même si c'est le double du prix, j'avoue que ça peut revenir cher. Mais quand vous êtes en amour comme moi, ça vaut le coup. Moi, je le regrette aucunement.
Puis c'est compatible avec le jeu de base. Chaque carte item et artefact va avec l'édition principale. Moi, je le garde à part pour garder ma campagne intacte parce que c'est sûr, je vais y revenir. C'est mon coup de cœur. Merci, David. À la prochaine. Salut les gamers. Pour ma part, pour mon coup de cœur du mois d'août 2023, je vais y aller avec le jeu Sky Team, un jeu qui a été développé par nos amis de Scorpion Masqué, éditeur québécois. C'est un jeu à 2 joueurs uniquement, un jeu coopératif de puzzle de dés avec de la communication limitée. On va incarner le pilote et le copilote dans un avion et on va tenter de progresser tout au long des manches pour préparer tranquillement l'atterrissage de notre avion qu'on va tenter de réussir à la fin de la partie. On va avoir à placer les dés sur notre plateau tableau de bord pour notamment contrôler l'axe de notre avion, pour gérer les réacteurs, pour savoir la quantité de cases qu'on va avancer sur la piste pour se rapprocher de l'aéroport. On va avoir à gérer aussi la préparation de l'atterrissage. On va ouvrir les volets, les trains d'atterrissage, préparer les freins. On peut même aller faire du café qui va nous permettre de modifier un peu la valeur de nos dés. Donc c'est super intéressant comment ça fonctionne. Le matériel est super efficace. Un jeu qui est simple à prendre en main. C'est un jeu qu'on a mis une tonne de rejouabilité à l'intérieur. On a 21 scénarios différents qui vont avoir une progression, une courbe de difficulté qui va aller en augmentant. On va avoir de plus en plus de modules qu'on va apprendre, qui vont avoir des règles avancées, qui vont complexifier un peu la partie. Fait que c'est vraiment une belle découverte. Puis c'est un jeu que les parties s'enchaînent rapidement. C'est une quinzaine de minutes par partie. Donc c'est pas rare qu'on en fait 2, 3, 4 quand on sort le jeu parce que justement c'est tellement rapide et on a le goût d'enchaîner les parties puis d'avoir des meilleurs défis plus on va avancer dans ces scénarios-là. Fait que vraiment un beau petit jeu efficace pour ceux qui veulent un jeu uniquement à 2 joueurs, beau petit jeu coop, vraiment le fun, qui a un petit côté puzzle de dés. Donc ça devrait arriver bientôt en magasin. C'est prévu pour le 22 octobre ici au Québec. Donc soyez encore un peu patients. Si c'est un jeu qui vous intéresse, vous pouvez déjà dire à vos boutiques favorites de vous laisser une copie de côté. Je pense que les précommandes sont ouvertes à pas mal d'endroits. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de septembre 2023 dans lequel vous pourriez gagner le jeu, la version deluxe du jeu Pyramido. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu coup de cœur du mois d'août 2023? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Encore une fois, un gros merci à tous ceux qui ont participé à la vidéo coup de cœur, ceux et celles évidemment. Donc c'est toujours un plaisir de vous regrouper tous ensemble pour voir les découvertes ludiques que vous avez eues et on a évidemment hâte de lire les commentaires pour connaître les vôtres. Donc on se dit à la prochaine, au prochain mois pour un autre segment coup de cœur et d'ici ce temps-là, continuez de gamer.